Ok, suivez maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire? Je fais ici exo 3. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à l'exercice numéro 3. Mais d'abord, je vais commencer par vous générer les trois nombres entre 1 et 10. Entre 1 et 10. Et $C, moi, voilà. Bon, on accélère un tout petit peu. Comment on peut faire pour générer, du moins trouver les valeurs et les afficher dans l'ordre croissant? On a trois nombres. Comment on le fait? On affiche d'abord les trois nombres. Écho A est égal $A, virgule B est égal $B et C est égal $C. Ok, je vous écoute maintenant. Comment on affiche dans l'ordre croissant? On pose une condition en disant non, moi j'aime pas cette méthode-là, une autre méthode. Oui, mais nous on n'a pas encore vu les tableaux, malheureusement. Une autre méthode. Hmm? On fait une condition. Deux conditions. Mais je ne préfère pas dans ce sens-là. Ça va me prendre du temps. Il n'y a pas une autre méthode. Vous avez vu déjà les tableaux, on l'a assez. Ah mais bon, pourquoi tu nous parles des tableaux? Oui. On fait la permutation, mais comment? Vas-y. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais dis-moi clairement quel nom de variable tu veux. Je donne ça rapidement. Je mets $, $. Tu l'appelles comment ta variable? Tampon. Ok. On appelle ça tampon, TMP. Bon, je crée la variable, je dis quoi? Je mets d'abord tampon reçoit $A. Comme ça. Et je dis quoi? Eh yo, vous êtes GLD. Vous êtes GL. GL. On vous demande de générer trois nombres et de chercher le plus grand, le plus petit et le maximum. C'est ça ce qu'on appelle ici affiché dans l'ordre croissant. C'est très bien. On dit d'afficher les trois nombres dans l'ordre croissant. Quand on dit dans l'ordre croissant, ça veut dire que comme on a trois nombres, il y a le plus petit, il y a ce qui se trouve au milieu, il y a le plus grand. Et maintenant, on a généré les trois nombres là. Comment on fait pour afficher ça? Mais cette méthode de condition là, il faut oublier. Il y a une autre méthode parce que si après, on vous demande de générer quatre nombres et on vous demande d'afficher dans l'ordre croissant, tu sais combien de conditions tu vas mettre? Oui, mais non, comment? Concrètement. Donc, c'est la seule manière dont vous avez, ou du moins vous savez, pour afficher trois nombres dans l'ordre croissant avec une condition if, juste comme ça. Vous n'avez pas encore fait genre une autre méthode. Hein? Bon, suivez bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va afficher les trois nombres là dans l'ordre croissant. Et je dis, on va chercher le minimum, on va chercher le maximum. Mais non, par exemple, si on a trois nombres, comment on peut chercher le maximum des trois nombres? Hmm? Vous avez trois nombres et on vous demande de chercher le maximum des trois nombres. Vous faites comment? Oui, dites-moi. Vous allez faire comment concrètement? Bon, on va faire ce que vous êtes en train de dire là.
Et puis après, vous allez voir. Pour chercher le maximum, qu'est-ce qu'on fait? Si $A supérieur à $B et $B supérieur à $A supérieur à $C, alors A c'est le maximum. En bas ou bien à l'intérieur. À l'intérieur. If $B supérieur à $C, c'est ça. Alors on fait écho. On va d'abord faire, je pense que comme ça on va mieux se comprendre. $A, c'est ça qui est plus grand, n'est-ce pas? Et ensuite, il fait comme ça, tiret $B, tiret $C. C'est ça? Ça c'est décroissant. Oui, tu as raison. C, B et puis A. Else où? Au niveau du petit là. Else, on dit, je prends écho là, je copie, je mets B comme ça, et C, et puis A. C'est ça? C'est ça? C'est tout? Oui, mais non, ok. Oui, c'est ce que je veux savoir. Allez-y, dites-moi. Else. Dites-moi d'abord ce que vous savez faire. Dites-moi d'abord ce que vous savez faire pour afficher les trois nombres là dans l'ordre croissant. Allez-y. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, oui, oui. Il n'y a pas eu de. Ah donc, ça doit être alimenté à quelle fréquence? D'accord. Donc, je vais passer la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord. Je vous en prie. Ok. Else, je mets quoi? Else if. Ici. Ici. Je suis là. Je dis if B supérieur ou bien inférieur? Supérieur ou est égal? Oui, vous avez fait ça marche chez vous. Vous avez fait ça marche. Mais non, dites-moi ce que vous avez fait. Supérieur ou est égal. En haut aussi, je mets supérieur ou est égal. Ici aussi, je mets supérieur ou est égal. Ok, maintenant continuons. Else if c'est pas comme ça, $B supérieur ou est égal à $A et $B supérieur ou est égal $C. Je vais copier ça et je colle là-bas. Et je modifie. Hein. Là, je vais dire quoi? Dollar. Comme ça. Si $A est supérieur à C,
Donc ici, comme ça. Bon, bref, tout cela, c'est trop pour moi. Ok, il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple pour faire ça. C'est bien. Alors, regardez très bien. Et pourtant, ça marche, mais sauf que, comme je l'ai dit, ça va mettre encore beaucoup de conditions et puis c'est pas intéressant. Alors, en général, lorsque vous avez des nombres et que vous voulez chercher le maximum de la série, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez supposer que le premier nombre, vous allez supposer que ce soit le maximum. C'est-à-dire, vous allez dire ceci. Je fais max est égal $A. On est bien d'accord? J'ai trois nombres. Je suppose que le premier nombre est le maximum. Mais je ne suis pas encore sûr que c'est le maximum. C'est bon? Maintenant, comme j'ai supposé que c'est le maximum, je vais le comparer avec les deux autres pour être sûr vraiment que c'est le maximum. C'est très bien. Je suppose que le premier nombre, il est le maximum. Et ensuite, je prends ce nombre-là, le max là, je vais le comparer avec les deux autres pour trouver exactement le maximum. C'est-à-dire concrètement, je vais faire une condition en disant si, donc je vais d'abord le comparer avec B. Si max se trouve être plus petit que B, suivez bien, un programme s'exécute de haut en bas, que ce soit en langage C, dans tous les autres langages de programmation, un programme s'exécute de haut en bas. Ce qui veut dire que lorsqu'on vient dans ce programme, les trois premières lignes vont être d'abord exécutées, ensuite cette ligne, ensuite ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, lorsqu'on génère les nombres et qu'on a affiché, la première des choses, c'est qu'on met A dans max. Et donc, sur la ligne suivante, quand je dis si max inférieur à B, c'est comme si je disais si A inférieur à B. Parce que juste en haut, c'est A que j'ai mis dans max. On est bien d'accord. J'ai pris le A, j'ai supposé que c'est le maximum. Et cette fois-ci, je vais le comparer avec les deux autres valeurs. Mais comment? Donc, je dis si max, que j'ai supposé que c'est A, si il est plus petit que B, alors ça veut dire quoi, selon vous? Voilà, alors ça veut dire tout simplement que on change de max parce qu'on vient de trouver quelque chose qui est plus grand que le maximum qu'on avait. Ce qui veut dire que si je viens sur cette ligne 10 là, max représente le plus grand entre A et B. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai dit d'abord A, je l'ai mis dans max et ensuite j'ai pris le max là qui veut dire A, je l'ai comparé avec B. Et donc, si B est plus grand que lui, je change le maximum, c'est-à-dire le A qui était là, je mets B, je le remplace par B. En sorte que je trouve le plus grand entre A et B à cet instant-là. Et maintenant, je dois prendre ce maximum, le comparer avec C. En disant, if $max plus petit que $C, alors, on dit quoi? On dit max moins C. Et si je fais ça, ça veut dire qu'à cet instant-là, max représente le plus grand des trois valeurs. Si j'affiche ici max, si je fais écho et je dis max est égal et je mets $max, vous allez voir que là, il va m'afficher le plus grand des trois valeurs. En test, juste pour que vous voyez, les 6, 3. Regardez, là, il génère trois nombres. Il génère 5, 10, 4. Et vous voyez que max vaut 10. J'actualise. Il génère 2, 4, 5, max vaut 5. Il génère 1, 6, 5. Il génère 10, 10, 2. Il génère 7, 8, 5. On a bien le maximum. Et donc, c'est comme ça que vous allez chercher le maximum d'une série de valeurs déjà. C'est très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai trois nombres. Je prends le premier nombre. Je suppose que c'est le maximum, mais je ne suis pas encore sûr. Et comme je l'ai déjà supposé, et même je vais prendre ce maximum, je compare avec les deux autres valeurs. Ou bien s'il y avait encore 10 autres valeurs, je le compare avec tous les 10 autres valeurs pour trouver exactement le maximum de toutes ces informations-là. Et donc, à cet instant-là, j'ai le maximum des trois valeurs. Ça, c'est la première des choses. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Et maintenant, donc, si vous comprenez cela, on va faire la même chose pour trouver le minimum. On va prendre le premier nombre, on va supposer que c'est le minimum, et on va comparer aussi avec les deux autres. Donc, je vais dire ici juste $min moins $a. Et ensuite, je dis if
$min, et je vais le comparer avec B, mais je vais dire quelles conditions. Si c'est supérieur à $B, ça veut dire que je viens de trouver quelque chose de plus petit que le minimum. Alors je change le minimum. Tout à l'heure, pour le maximum, lorsqu'on dit A est max, ou bien lorsqu'on suppose que A est le maximum, on dit si on trouve quelque chose de plus grand que le maximum, c'est là qu'on change le maximum. C'est bon? Pour le minimum, si on suppose que A est le minimum, si on trouve quelque chose de plus petit que le minimum, c'est là qu'on change le minimum. C'est bon? Et donc je dis $min est égal $B. Et on fait de la même manière pour dire $min supérieur $C. Alors je dis $min moins $C. Maintenant, juste en bas, je vais faire max et je vais faire min est égal $min. Et on va voir qu'est-ce que lui va nous afficher. C'est très bien. C'est exactement la même chose qu'on a fait avec le max. C'est juste la condition qu'on a changée. C'est la même chose, même démarche. Maintenant, vous allez très vite comprendre. Regardez bien. Là, il génère 5, 2, 7. Le maximum qu'il trouve, c'est bien 7. Le minimum qu'il trouve, c'est bien 2. J'actualise à nouveau. Il génère 4, 6, 2. Le maximum, c'est bien 6. Le minimum, c'est 2. Il génère 10, 5, 3. Le maximum, c'est 10. Et le minimum, c'est 3. Mais c'est le même principe. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est la manière la plus simple. Maintenant, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que nous, on n'a que 3 valeurs. Mais nous aussi, après nous avoir généré les 3 valeurs, on a su trouver 2 informations, c'est-à-dire le minimum et le maximum. En d'autres termes, il nous reste une seule chose, c'est-à-dire l'intermédiaire. Hein? Oui, bon, disons l'intermédiaire en fait. C'est mieux le mot intermédiaire, tu vois. Mais non, ici, en fonction de ce que vous voyez, comment on peut trouver l'intermédiaire? On connaît les 3 nombres générés. On connaît les 2 qu'on a trouvé, le max et le minimum. Comment on peut trouver l'intermédiaire? On dit, non, je dis en fonction de ce que vous voyez. En fonction de ce que vous voyez là. Je dis en fonction de ce que vous voyez ici. Comment on peut trouver l'intermédiaire? Oui. On compare avec le maximum et le minimum. Oui, mais sauf que ça va prendre encore un peu de temps si on doit faire la comparaison. Mais je comprends ce que tu dis là. On peut le faire, mais ça va prendre un peu plus de conditions. Oui, tu veux dire quoi? La même chose. Qui peut proposer une autre? Bon, bref, suivez bien. Ici, le maximum, c'est 10. Là, on est bien d'accord? Le minimum, c'est 3. Si on a 3 informations et qu'on connaît 2, bon, du moins si on a 3 inconnus et qu'on connaît 2, on peut trouver le reste, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Regardez bien, si je fais la somme de tout ça, ça donne combien? Si je fais la somme de tout ça, maintenant si je fais la différence, ça me donne quoi? Je répète. Si je fais la somme des 3 informations là, ça me donne. Si je fais la somme des 2 autres, ça donne. Maintenant, si je prends la somme de ce qui était là-bas en haut, moins la somme de ce qui se trouve ici, ça donne quoi? Ça donne l'intermédiaire. On est bien d'accord? Donc, lorsque vous avez 3 nombres comme ça, et que vous cherchez le maximum, vous avez trouvé le maximum, vous trouvez le minimum, vous pouvez trouver l'intermédiaire. Mais comment? En faisant tout simplement la somme des 3 autres moins la somme des 2 autres que vous avez trouvés. C'est-à-dire que je vais faire $inter est égal, et je fais $A plus $B plus $C. Et ensuite, $C. Et je dis moins, entre parenthèses, $max plus $min. Et là, donc, je vais dire max. On va d'abord dire min. On a dit dans l'ordre croissant. On va d'abord dire min. Inter. Et puis max. Et ainsi, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple à comprendre que de mettre des conditions que après vous pouvez vous perdre.
Ici, on génère 5, 5, 6. Il affiche minimum 5, intermédiaire 5, maximum 6. Ici, je génère 9, 4, 5. Ici, le minimum, c'est 4. Le intermédiaire, c'est 5. Le maximum, c'est 9. Ici, je génère une autre série de valeurs. Il arrive tout de même à trouver le plus petit, la moyenne et puis le plus grand. Revenons ici sur l'exercice. Comment est-ce qu'on a fait? J'ai dit que lorsque vous voulez chercher le maximum d'une série d'informations, vous allez à chaque fois supposer d'abord la première information. Vous allez d'abord supposer que c'est le maximum. Et une fois que vous avez supposé que c'est le maximum, vous allez prendre ce maximum, le comparer avec toutes les autres valeurs. Même si vous êtes dans une boucle, c'est le même principe. Vous supposez toujours que le premier, ou bien la première information, vous supposez que c'est le maximum, et ensuite vous prenez ce maximum, vous comparez avec toutes les autres valeurs restantes, pour être sûr que vous avez le maximum. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit if max inférieur à b? Parce que si max là, si je dis max est égal à a, et que je dis if max inférieur à b, si le maximum elle est déjà, attention, je voulais dire, si max est supérieur à b, si je prends a, je le mets dans max, j'ai supposé que a, il est déjà le maximum. Si je trouve que b est plus petit que max, est-ce que cela change le maximum? On est bien d'accord? Raison pour laquelle ici j'ai mis la condition si max est plus petit que b. Parce que si max, si lui il est supérieur à b, on ne change pas de maximum. Le max reste maximum. On est bien d'accord? Donc, si vous avez déjà supposé que a est le maximum, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que le max. C'est-à-dire, si max est plus petit que quelque chose, alors vous changez le max. Et c'est le même principe avec 1000. Maintenant, si vous avez trois nombres et que vous avez cherché le maximum et le minimum, voici comment vous pouvez trouver l'intermédiaire. En faisant la somme des 3 moins la somme des 2, ça vous renverra la dernière information. Par force. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Oui, regardez bien ici. De toute manière, c'est pourquoi je vous disais que ça devait être même visible depuis ce que vous voyez. Regardez bien ici, on génère A, 6, B, 7 et on génère ici 3. Je vais enlever juste l'intermédiaire, l'affichage. Je vais enlever juste l'affichage de l'intermédiaire. Regarde bien. Je change. On génère ici 4, 9, 2. Le minimum, je pense que vous savez comment, ou du moins vous avez bien compris comment on l'a cherché. Le maximum, vous avez bien compris comment on l'a cherché. Mais ce sont des nombres, hein, et ces nombres sont en haut. Parmi ces nombres-là, on a deux nombres qui se trouvent déjà ici. C'est juste le troisième qu'on ne connaît pas. Pour ceux qui n'ont pas compris comment déterminer l'intermédiaire, on a généré trois nombres. On a pu trouver les deux nombres, c'est-à-dire le minimum et le maximum de ces trois-là. C'est bon? Donc, on a trois informations et on a trouvé deux parmi les trois. Donc, si on fait la somme des trois moins la somme des deux qu'on a trouvés, ça nous renverra la dernière information qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que si je fais la somme de 4 plus 9 plus 2 et je retire 9 plus 2, 9 plus 2, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. Ce sont des valeurs qui figurent ici parmi la liste des trois informations. Les deux valeurs qu'on a trouvées, min et max, c'est des informations parmi les trois informations-là. Donc, si on prend la somme des trois et qu'on retire la somme des deux qu'on a trouvées, ça nous renvoie la dernière information. C'est bon? Et donc, c'est comme ça que j'ai fait pour trouver tout simplement l'intermédiaire. Et donc, ça vous permet de pouvoir éviter les conditions que vous étiez en train de faire. Même si ça marche, mais ça prend beaucoup de temps, ou du moins, c'est pas trop compréhensible. Ça, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est beaucoup plus simple. Bon, après, il faut tout simplement vous exercer et faire un petit peu plus d'exercice dessus. Jusque-là, c'est bon. Patient, premier degré.
Alors, exercice pour l'équation du second degré. L'exercice pour l'équation du second degré. Ok, suivez d'abord. Ensuite d'abord, suivez. L'exercice 4, je sais que vous êtes en mesure de le faire. Soit l'équation du premier degré. Ça, vous avez fait ça en C. En algo. Mais boy. Vous n'avez pas fait ça en algo. Mais si vous savez faire en algo, vous pouvez le faire en C. Et si vous savez le faire en C, c'est la même chose en PHP. C'est les mêmes conditions qu'on a vues, hein? Les if, les trucs là. Hein? Ça montre que vous ne faites pas des exercices à la maison. Vous ne faites pas des exercices. Parce que soyez bien, ce que vous apprenez en algo, vous devez être en mesure de le rapporter en C. Et c'est seulement comme ça que vous allez maîtriser le langage de programmation. Tout ce que vous faites en algo, essayez de les reproduire en langage C, même si on ne vous les demande pas. Parce que l'algo, c'est quoi? On vous a expliqué c'est quoi l'algo. C'est juste une version théorique de tout ce qu'on est en train de faire en programmation. Et donc, si vous voyez des choses en algo et que vous n'essayez pas de les faire en langage C, c'est compliqué parce que tout ce que vous voyez en algo, vous ne les pratiquez pas. La pratique, c'est ça dans les langages de programmation comme le C, PHP, ainsi de suite. Tout ce que vous faites là-bas en algo, vous pouvez les faire ici. C'est bon? Donc, c'est la seule manière de faire les choses. Mais non, je vais choisir celui qui est un peu plus grand, c'est-à-dire un peu plus compliqué, c'est-à-dire le 5. C'est dans le même sens. C'est dans le même sens. Il y a une équation du premier degré, il y a une équation du second degré. On va faire l'équation du second degré. Si vous comprenez l'équation du second degré, l'équation du premier degré, ça va être simple. Parce que l'équation du second degré, c'est la mathématique. C'est quoi? On a a, x plus b qui est égal à 0. Tu dois chercher l'inconnu. X moins b sur a. C'est tout simplement ça. Tu dois générer a, tu dois générer b. Et tu dois faire le calcul. C'est bon? Mais après, il faut poser une petite condition. Bon, parlons tout simplement de l'exercice numéro 5. On va générer pour l'équation du second degré. On va générer les coefficients, à savoir a, b et puis la constante c. C'est très bien. On nous demande de générer des coefficients d'une équation du second degré et de calculer et afficher la solution. En mathématiques, tout le monde sait comment trouver la solution d'une équation du second degré. Comment? Comment on fait? Expliquez d'abord d'une manière théorique. On fait comment? On calcule le delta. Et le delta, c'est quoi? La formule b carré moins 4ac. Et suivez très bien, je vous explique. On demande de générer les trois informations, c'est-à-dire le a, coefficient du x carré, le b, coefficient du x, et puis le c, la constante. Ces trois informations, on vous demande de générer. Et puis après, les autres choses, c'est tout simplement des calculs et des conditions. Ce n'est pas des choses très difficiles. C'est bon? Ok, donc, vous connaissez déjà les formules, donc ça va être un peu plus simple. Exo numéro 5, .php. Et donc, ce qui est bien aussi en informatique, c'est qu'on peut aussi faire du copier-coller. Ce n'est pas interdit, mais pas pendant l'examen. Pendant l'examen, il faut faire du copier-coller intelligent. Alors ici, je génère trois coefficients. Le A, bon, d'abord le coefficient du x carré A, le coefficient du xb et puis la constante c. Mais non, là j'ai généré les trois nombres. Comment je vais faire pour trouver la solution de cette équation? Maintenant, le pire même, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entre moins 1, moins 1, moins 1. Parce que si je dis, je mets juste 1, il va forcément générer un nombre positif. Si je dis entre 1 et 10. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je mets entre moins 1 et 10. Pour que vous compreniez tout ce qu'il faut comprendre sur ce qu'on appelle l'équation du second degré. Ok, je génère trois informations, A, B, C.
Dites-moi comment je dois faire pour trouver la solution de cette équation. On affiche d'abord les trois informations. OK. A est égal $A, virgule, B est égal $B et C est égal $C. Je suis d'accord avec vous. Ça va nous permettre de comprendre les résultats. OK, on a affiché les trois informations générées. On calcule d'état. On pose une condition. Laquelle? Quand est-ce que l'équation là, elle est du second degré? Si le coefficient du x carré, est différent de 0. Sinon, ce n'est pas une équation du second degré. C'est très important dans la suite des choses. L'équation est du second degré si le coefficient du x carré, c'est-à-dire le a, il est différent de 0. Tout comme l'équation du premier degré, le coefficient du x doit être différent de 0. C'est très important. Donc, comme a dit tes collègues, on doit vérifier si le coefficient a, c'est-à-dire si a, du moins, a est différent de 0, alors on peut parler d'une équation du second degré. Sinon, on affiche juste un message écho et on va dire quoi? L'équation n'est pas voilà, du second degré. Chose qui est différente à ce qu'on appelle l'équation n'a pas de solution, c'est différent. Ici, on est dans le sens où l'équation n'est pas du second degré. Il y aura maintenant un cas où on va dire peut-être que l'équation n'admet pas de solution. C'est bon? C'est deux choses différentes. Mais non. OK. Donc, lorsque A est différent de 0, ça veut dire qu'on a bien une équation du second degré. Mais non, une fois qu'on a l'équation du second degré, vous avez dit qu'il faut calculer le discret. OK, maintenant, donc, on va dire quoi? Concrètement, je vais dire quoi ici? Oui, c'est une équation du second degré. Maintenant, on a demandé de calculer le discriminant. Je dis concrètement, je fais comment pour calculer le discriminant? Voilà. Donc, il ne faut pas dire delta comme le symbole là. Il faut créer une variable. On est bien d'accord? Delta, comme ici. Vous pouvez l'appeler delta ou bien comme vous voulez. Voilà. Est égal. Est égal. Est égal. Pour. Bon. Vous aimez utiliser les fonctions là. On va juste faire $B fois $B. Je suis d'accord. Hein? Pour SPR, c'est la même chose. Bon, en tout cas, SPR exclusivement pour mettre au carré et pour mettre à la puissance. OK. $B au carré moins 4 multiplié par $A multiplié par $C. C'est comme ça qu'on calcule le discriminant. B carré moins 4AC. Il ne faut pas dire 4AC comme ça, ni en C, ni en PHP. 4AC, c'est 4 fois A fois C. C'est très important. C'est 4 fois A fois C qui veut dire 4AC chez nous en programmation. OK. On a le delta. Une fois qu'on a le delta, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. En fonction du delta, on va savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Alors, première chose, si delta strictement positif, et il y a ce qu'on appelle sinon si delta négatif et sinon, ça veut dire que le delta est nul. On a ces trois espaces-là. C'est très important à comprendre. Donc, lorsqu'on calcule le discriminant, on a le cas où le discriminant est supérieur à 0, on va dire ce qu'il faut. On a le cas où le discriminant est inférieur à 0, on va dire ce qu'il faut. Et on a un cas où le discriminant vaut 0. OK. Lorsque le delta est supérieur à 0, alors, ça veut dire quoi? Donc, vous voyez que tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas des choses compliquées. C'est juste dans votre tête, la complication.
la complication, c'est dans votre tête. Mais lorsque vous commencez à faire des choses comme ça, lorsque vous faites plus d'exercices, vous allez voir que ce n'est pas des choses compliquées. Voilà, donc vous dites si delta est supérieur à 0, on dit quoi? Admet deux solutions, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va calculer le x1 et puis on va calculer le x2. Maintenant, x1, la formule. Donc, je vais dire moins $b moins SQRT. C'est ça la racine carrée de $delta. C'est ça? Divisé par, donc je vais mettre 2 multiplié par $A. Donc regardez bien, je fais moins B moins SQRT, c'est-à-dire racine carrée de delta. Le tout, je mets slash et je mets 2 multiplié par $A. Ça, c'est le x1. Et maintenant, comme je sais comment calculer le x1, pour x2, je fais la même chose, mais je change quoi? Plus. C'est comme ça qu'on fait pour calculer le deuxième. Maintenant, bon, on affiche effectivement aussi que x1 est égal $x1 et x2 est égal $x2. Mais bon, on va afficher quand même une petite phrase. L'équation admet quoi? Deux solutions. Et on met 2 points x1 qui vaut et x2 qui vaut. Voilà. Est-ce que ceci a été compris par tout le monde? Tout le monde a compris ce qu'on vient de faire là? Ici, au fond. C'est bon? Ok. Mais non, lorsque le delta, il est plus petit que 0. Oui, si le delta est plus petit que 0. Pas de solution, donc ici, c'est beaucoup plus simple. Écho, l'équation n'admet pas de solution. Maintenant, dans le cas contraire, lorsque le delta est nul, une solution unique, n'est-ce pas? Et la solution, c'est quoi? $x est égal, on peut l'appeler x0, est égal moins $b sur 2, sur 2 multiplié par $a. Voilà, et en fait, l'équation admet une solution unique x0 qui vaut $x0. Voilà. Et je vais dézoomer un tout petit peu. Zoom out. Voilà. Et ainsi, on vient de mettre en place un programme qui permet de calculer la solution d'une équation du second degré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a généré les trois nombres, le coefficient du x carré, le coefficient du x et puis la constante. On a affiché. Et avant de faire du moins quoi que ce soit, on vérifie si c'est vraiment une équation du second degré. En disant, si le coefficient du x carré est différent de 0, alors c'est là qu'on va traiter l'équation du second degré. Traiter l'équation du second degré, c'est d'abord de calculer le discriminant, b carré moins 4ac. Et en fonction du delta là qu'on a trouvé, on va trouver des solutions. Si le delta est supérieur à 0, on calcule x1 avec juste les formules que vous allez appliquer, en sachant que SQRT renvoie la racine.
Et ensuite, on calcule le x2, on affiche les deux solutions. Sinon, si le delta est plus petit que 0, pas de solution. Sinon, si delta est égal à 0, une solution unique, moins b sur 2a. Et on affiche. Et donc, voici comment faire pour répondre ou du moins résoudre l'équation du second degré. Est-ce que c'est bon? Ok, maintenant, je vais ici voir, c'est exercice combien? Exercice 5. Exercice 5.php. Là, il génère A8, B8, C0. Ça veut dire que A, si A est différent de 0, c'est une équation du second degré. Ça, c'est 1. Discriminant B carré, 8 au carré, moins 4AC. Ça donne quelque chose de positif. Parce que 8 fois 8, 64, n'est-ce pas? 64 moins 4AC. 4AC, ça donne 0. On est bien d'accord? Donc, ça veut dire que ça nous donne 68. 64 du moins. 64. 64 est supérieur à 0. Et il trouve tout simplement deux solutions. Parce que c'est ce qu'on a dit. Delta supérieur à 0, on a deux solutions. Ok, on va actualiser. Là, il dit l'équation n'admet pas de solution. Alors, quand est-ce que l'équation n'admet pas de solution? Si delta inférieur à 0, on va voir b carré, c'est 4. Donc, si on fait 4 moins 4ac, donc 4 moins 4 fois 10, ça fait 40 fois 8. Donc, ça va nous donner une valeur négative. Donc, du coup, si delta est négatif, on n'admet pas de solution. Et donc, du coup, on arrive bien à trouver les solutions. Mais ça, j'imagine que vous avez fait ça en algo. Et vous voyez comment on fait ça en C. Ce n'est pas du tout différent. Bon, du moins, c'est en PHP. C'est la même chose qu'en C aussi. Bon, les gars. Afficher une correspondance en champ. Donner une date. Afficher après ce nombre de jours et date. Bon, l'année bissectile, vous savez comment le trouver. Comment est-ce que, en fonction, suivez bien, comment est-ce qu'en fonction d'une date, on peut trouver la date suivante? Ça, vous avez fait ça, non? Lorsque, je pense qu'en algo ou bien en C, on vous a déjà donné l'exercice là. On vous demande de saisir une date sous format jour, mois, année, des entiers, et on vous demande d'afficher la date suivante. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le jour suivant. Ça, vous avez fait? Ok, donc ça va. En C, vous êtes sur quel chapitre? Boucle. Oui, pose la question. C'est? Tu l'as fait, mais tu n'as pas compris. Qui est-ce qui a compris cet exercice-là? Générer une date, que ce soit en algo ou bien en C. Générer une date et puis afficher la date suivante. Ou du moins, saisir une date et puis afficher la date suivante. Qu'est-ce qui a compris cet exercice? Bon, vous avez fait. On est bien d'accord, vous l'avez fait. Maintenant, je demande celui qui a compris ce que vous avez fait. C'est ce que je demande. Je n'ai pas dit seulement de comprendre ce que vous voyez ici, non. Ce que vous avez fait. Je demande si vous avez compris. Vous avez compris? Mais bien sûr. Mais pourquoi? Suivez bien. À chaque fois, depuis le début de l'année, on vous a bien dit que lorsque on fait des choses et que vous ne comprenez pas, vous devez poser des questions.
Est-ce que vous prenez le temps de poser des questions, qu'est-ce que ça au prof? Par exemple, moi ici, à chaque fois que je fais des choses, vous dites que vous avez compris. Et à chaque fois que je vous amène des devoirs, je vois des gens qui font des choses comme si. Pourtant, je vous pose toujours des questions, si vous avez compris ou non. C'est bon? Donc, quand vous faites des choses et que vous n'avez pas compris, posez des questions sur place. Hmm. 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 Bon, moi je demande celui qui a compris. Vous avez fait des exercices sur. Quel exercice, par exemple, vous avez fait sur les dates? Un jour après. C'est ça la date suivante. Date suivante, moi, un jour après. C'est ça qu'on appelle date suivante. Date précédente, un jour avant. C'est juste les libellés qui changent, hein. Mais date suivante, ça veut dire quand tu saisis une date, date suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, c'est la date du jour. Date suivante, c'est demain, un jour après. C'est bon? Bon, bref, pour ceux qui ont compris, maintenant vous allez m'aider à faire l'exercice numéro 9 là, très vite. Et pour ceux qui n'ont pas compris, attachez les ceintures pour mieux comprendre. Ok, l'exercice numéro 9. Exo 9.php. Donc, alors, de générer une date complète et valide. On va mettre J, moi, grand, de 1 à 31. On va dire M, moi, grand, de 1 je vais mettre 13 et je vais mettre $A est égal à de 1 jusqu'à 100. Oui, l'année c'est A. L'année c'est A. Bon, je peux aller jusqu'à le plus, c'est pas. En fait, l'année, ça ne pose pas trop de problème. L'année ne pose pas trop de problème, quoi. Le grand problème, c'est entre le jour et le mois. C'est bon? Ok, parfait. Bon, suivez d'abord. En fait, je vais ici faire aussi 32. Je fais exprès pour qu'on puisse aussi mettre les conditions possibles. Parce que si je dis 1 jusqu'à 31, 1 jusqu'à 12, ça veut dire qu'il va forcément générer un mois qui est correct. Et ça n'a aucun sens. Il faudrait qu'il soit en mesure de générer un mois qui n'est pas aussi correct. C'est bon? Et maintenant, nous, on doit s'assurer que, en fonction de nos conditions, on oblige à ce que la date à bord soit correcte et puis essayer de vérifier un certain nombre de choses. Si on met juste de 1 jusqu'à 12, c'est trop facile. Bon, on a généré trois informations, c'est-à-dire jour, mois, année. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous demandez de saisir, par exemple, si vous voulez, vous pouvez faire un contrôle de saisie avec un do while pour forcer l'utilisateur à saisir un jour entre 1 et 31, ou bien forcer l'utilisateur à saisir le mois entre 1 et, ce n'est pas un problème. On est bien d'accord? Donc, forcer l'utilisateur de saisir des choses là, nous ici, on peut juste dire génère-moi entre 1 et 12. Et donc, forcément, ça va être entre 1 et 12. Tu vois? Maintenant, moi, si par exemple je ne le force pas, je lui laisse juste avec un printf scanf, ça veut dire qu'il peut générer, il peut saisir n'importe quel entier. Maintenant, c'est à moi de contrôler un peu un certain nombre de choses vers la fin. Ok, maintenant, ceux qui ont compris, nous, on a un jour. Comment on trouve le jour suivant? On a une date. Comment on trouve le jour suivant? Yes? Le jour s'incrémente. Première des choses qu'il faut remarquer, c'est que ici, je n'ai pas contrôlé la saisie. Ça, c'est déjà la première des choses.
Et donc, c'est-à-dire qu'avant de parler de date, ainsi de suite, incrémentée, la première des choses, il faut penser à quoi? On peut vérifier si la date d'abord est valide. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut comprendre le sens et du moins aussi les normes des choses. Ici, si je ne contrôle pas la saisie, il faut forcément vérifier tout simplement si la date est valide. Et tout le monde sait comment vérifier si la date est valide. C'est bon? Ok, maintenant, je vais maintenant prendre quelque chose qui est valide. Parce que je sais que tout le monde sait maintenant comment contrôler si une date est valide. Ce n'est pas ça en fait votre problème. Vous savez contrôler une date pour savoir si c'est valide, mais vous ne savez pas comment dire si le jour demain c'est quoi. Et nous, on va se focaliser maintenant sur le jour suivant ou bien le jour précédent. Donc, j'ai changé maintenant. 1 à 31, ça veut dire que je contrôle en sorte que le jour, le mois soit correct. Une fois que les deux là sont corrects, on va maintenant se focaliser sur comment trouver maintenant le jour suivant. Et votre collègue dit de pouvoir faire incrémenter le jour. C'est ça? On va dire incrémenter le jour. On dit comme non, J plus plus. C'est ça. Et ensuite, on dit quoi? Ensuite. Bon, c'est bien. Ce qui est important à savoir, c'est que les mois n'ont pas forcément les mêmes nombres de jours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déjà parler de regrouper des mois en fonction du nombre de jours. C'est bon? Vous savez comment faire. Les mois de 31 jours, c'est quoi? Les mois qui ont entre 1 et 31 jours. Donnez-moi les numéros. Ça dit 1, 3, 5, 7, 8, 10. Ça, ce sont les mois de 1 à 31 jours. Maintenant, les mois du moins de 1 à 30 jours. 4, 6, 9, 11. Et ensuite, on a le mois extraordinaire. 1. Bon, ici, on peut supposer seulement 28. Si on veut, on dit 29. Mais si on veut prendre les deux, on pourra parler de l'année bissextile. Ce n'est pas un problème. Et c'est le mois 2. Ok, donc jusque-là, ça, ce sont des commentaires. Je vous avais dit la dernière fois qu'en PHP, c'est comme en langue C, pour ajouter des commentaires, vous pouvez faire /. Ok, maintenant, donc, on voit les numéros des mois de 31 jours, les mois de 30 jours, les mois de 2. On peut faire un regroupement en disant quoi? If, je dis, M est égal à 1 ou, attention, $M est égal à 3 ou $M est égal à 5 ou $M est égal à 7 ou $M est égal à 8 ou $M est égal à 10 ou $M est égal à 12. Oui? C'est bon? Donc ici, on a regroupé les mois de quoi? Les mois de 31 jours. C'est ça? On peut dire else if on peut prendre le mois de 2 et ensuite on peut juste dire else. Déjà, si je fais ça, c'est parce que j'ai contrôlé le mois. Suivez bien. Si je fais ça, c'est parce que j'ai contrôlé le mois. J'ai dit que le mois se trouve entre 1 et 12. Et donc, si le mois se trouve entre 1 et 12 lors de la génération, ça veut dire que soit il figure parmi ces mois, ou bien ce mois, ou bien ces mois. Mais si je n'avais pas contrôlé la saisie,
j'allais être obligé de préciser ici l'ensemble des mois de 6, du moins de 1 à 30. Je répète, j'ai contrôlé en sorte que le mois se trouve entre 1 et 12. Et donc ici, première condition, j'ai regroupé les mois de 31 jours. Sinon, si je parle du mois de 2, le sinon veut dire les mois de 30 jours. On est bien d'accord? Ok, jusque-là, c'est bon. Maintenant, notre objectif toujours, c'est de pouvoir dire quoi? Trouver le jour du lendemain. Le jour du lendemain. Alors, regardez bien. Le jour du lendemain, c'est quelque chose de simple. Mais, il faut aussi bien comprendre. Les mois qui sont là, c'est les mois de 31 jours. Donc, si le mois figure parmi ces listes de mois-là, on est obligé de vérifier si le jour est bien un jour compris entre 1 et 31. Suivez bien. Si le mois est l'un de ces mois, on doit vérifier si le jour est supérieur ou est égal à 1 et jour inférieur ou est égal à 31. Obligé. Parce que les mois de 30 jours là-bas, ou bien le mois qui sera ici, il ne faut pas que le jour se trouve entre 1 et 31. Pour ce mois, il faudrait que le jour se trouve entre 1 et 30. Pour ce mois, il faudrait que le jour se trouve entre 1 et 29. Donc, il est très important de les préciser. Je dis ici, le mois figure parmi ces listes de mois et que le jour se trouve entre 1 et 31, alors on doit faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on va avancer le jour. Et lorsqu'on avance le jour, on va voir quand est-ce qu'on peut passer au mois suivant. C'est aussi simple que cela. Ok, donc on a bien contrôlé le mois. Ensuite, on va faire ce que disait votre collègue, J++. Et lorsqu'on fait J++, on va maintenant vérifier. Quand est-ce qu'on passe au mois prochain? Quand est-ce qu'on passe au mois prochain? On est sur les mois de 31 jours. Voilà, c'est bien. On est au mois de 31 jours. Ces mois-là que j'ai regroupés, ce sont des mois de 31 jours. C'est ce que j'ai dit ici. Si le mois figure parmi ces mois et que le jour se trouve entre 1 et 31, c'est les mois de 31 jours, je fais d'abord avancer le jour. Et quand j'avance le nombre de jours, qui est un nombre, je dois être en mesure de savoir quand est-ce que je vais dire que je suis au premier du mois prochain. Supérieur à 31, c'est-à-dire par exemple 32. On est bien d'accord? Si on a la fin du mois du 31, c'est-à-dire si on a saisi 31 et qu'on a fait J++ et que ça fait 32, et on ne peut pas dire afficher le jour c'est 32. On va afficher c'est le premier du mois prochain. Parce que si on a saisi le jour 2 et qu'on a fait J++, ça va faire 3. On n'a pas besoin de partir au mois prochain. Mais quand est-ce qu'on part au mois prochain? Si en faisant J++, on voit que le nombre de jours atteint par exemple 32 ou bien c'est supérieur à 31, alors on ramène le jour au premier et puis on avance le mois. C'est bon? Donc, if $J, on peut dire supérieur à 31, ça veut dire quoi? Si c'est supérieur à 31, ça veut dire J moins 1, le premier du mois prochain. Le premier, c'est ça, le J reçoit 1. J reçoit 1, ça veut dire que J devient le premier. Et maintenant, on va dire M normalement plus ou bien M est égal M plus 1. Normalement, c'est ça. On est bien d'accord? Ou du moins, c'est ce que vous pensez. Mais non. La vraie chose qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? C'est que le mois, si par exemple c'est 12 et qu'on fait M plus 1, ça va nous faire 13. Hormis les autres mois.
Je vais très bien. Les autres mois, à gauche, il n'y a pas de souci. Mais supposons qu'on a saisi le 31 12e mois. Si on fait J++, ça va faire le 32. Et donc, est-ce que J est supérieur à 31? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? C'est le premier et on dit M est égal à M plus 1. Le mois qui est 12 passe à 13. Ça n'a aucun sens. On est bien d'accord? Sinon, on peut après ajouter d'autres conditions. Oui. C'est ça ce que je dis. On saisit, regarde bien. Avant d'arriver ici, on saisit J est égal à 31 et on saisit M est égal à 12. Je n'ai pas dit qu'on saisit quelque chose de plus grand que 12. C'est bon? On a saisi ou bien on a généré le 31 12e mois. C'est correct, non? C'est bon? Et non, le jour suivant. C'est ce qu'on cherche. Donc, comme cette condition, elle est respectée, on va rentrer dans ce if-là. On est d'accord? Et quand on rentre dans le if, on exécute les choses qui se trouvent, c'est-à-dire J++. Si je fais J++, ça veut dire que J, qui était 31, il passe à 32. On a saisi le 31 12e mois. Et cette condition, elle est vraie, cette condition. Parce que 12 est là, et puis le jour est entre 1 et 31. C'est bon? Donc, on rentre, et donc je dis, quand on rentre là, on a saisi ça. On fait avancer le jour pour trouver le jour suivant. Pour avancer le jour, on a fait J++. Et maintenant, je dis, si on fait J++, J passe à 32. On a dit, si J dépasse 31, alors on doit avoir le premier du mois prochain. Jusque là, tu me suis. Mais non, ok, le jour est ramené au premier. Maintenant, le mois est 12. Si on fait M plus 1, M passe à 13. C'est bon? Donc, ça veut dire, attention, ça veut dire que il faut traiter aussi le cas du M12. Tous les autres mois, il n'y a pas de souci. Mais le cas du M12, là, il y aura un petit souci. Parce qu'il faut ramener non seulement le mois au janvier, mais modifier aussi l'année. C'est bon? Ce qui veut dire quoi? On peut juste dire, si on avance le mois, on dit, si on avance le mois et que le mois, voilà, et que le mois est supérieur à 12, alors, normalement, ça doit être janvier. On est bien d'accord? Si le mois, il dépasse 12, normalement, le mois doit être janvier. Quand est-ce qu'on dépasse 12? Si on a saisi 12 et qu'on fait M plus 1, ça fait 13. Et donc, forcément, le 13 veut dire juste janvier. Mais également, $A plus ou bien est égal $A plus 1. On est en décembre. Si on part au janvier, l'année change aussi. Si on saisit le 31 décembre, le jour suivant, c'est le 1er janvier de l'année suivante. On est bien d'accord? Donc, ce que je dis, c'est que si le mois dépasse 12, c'est le mois prochain, c'est-à-dire qui est janvier, et l'année change, c'est-à-dire l'année avance de plus 1. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, je mets écho, jour suivant, je mets $J slash $M slash slash A. Voilà. Bon, voyons voir si on n'a pas dit des bêtises. Si le mois c'est ça, 31, ça c'est 31, ça c'est 31. Voilà. Ok, donc voici comment on devait faire pour gérer pour les mois de 31. Vous avez bien compris jusque-là? Bien, ok. Alors on va faire aussi pour le mois 2. Bon, le mois 2, j'ai dit que le jour doit se trouver entre 1 et 29. Donc je vais faire J plus plus. Et maintenant, quand est-ce qu'on passe au troisième mois? If J, quand est-ce qu'on passe au troisième mois?
supérieur à 29, ça veut dire tout simplement $J est égal à 1. Et puis on fait $M est égal $M plus 1. Et on sort d'abord, avant de faire le jour suivant. T. Copier, coller. Voilà. J'affiche juste le jour, quoi. Et maintenant, sinon, je suis obligé de mettre un si. Et vous allez comprendre le pourquoi. Sinon, je suis obligé de mettre un si. Vous allez comprendre le pourquoi. M, je vais faire la même chose que le mois de 31 là. Donc M est égal 4 ou M est égal 6 ou $M est égal 9 ou $M est égal 11. En fait, je le fais parce que je dois vérifier si le jour se trouve entre 1 et 30. Ici, j'ai aussi oublié. Je devais vérifier. Et $jour supérieur ou est égal 1 et $jour inférieur ou est égal à 29. Il faut bien le préciser. Donc ici, et $jour supérieur ou est égal à 1 et $jour inférieur ou est égal à 30. Voilà. Parce qu'il faut rentrer ici lorsque la date est aussi correcte. Il faut rentrer ici lorsque la date est correcte et il faut rentrer ici lorsque la date est correcte, c'est-à-dire un de ces mois et que le jour est bien entre 1 et 30, mais pas entre 1 et 31. Et donc ici, on va faire la même chose, J plus plus. Quand est-ce que, pour les mois de 30 là, on va passer au mois suivant? If $J supérieur à 30, alors on dit $J est égal à 1, pardon, $M est égal $M plus 1, et maintenant le écho, je le copie, je le mets à l'extérieur du if à chaque fois. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai affiché le jour et le mois et l'année? Je ne l'ai pas affiché. Donc, je vais d'abord, quand je génère les trois nombres, je vais les afficher. J est égal $J M est égal $M et A est égal $A. Retour à la ligne. Bon, ok, on va tester. Si ça marche, on prend une pause. Si ça ne marche pas, pas de pause. Alors, exo 9, regardez bien, il génère une date. Quelle est la date qu'il génère? Il génère jour 2, mois 12, année 83. Le jour suivant, il n'y a pas de souci. Le 3, 12e mois. 83. Il n'y a pas de souci. J'actualise. Il génère le 9. J'actualise le 21. Le 27. Il faut qu'il génère un petit peu la fin du mois quand même. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on n'est pas encore à la fin du mois, il n'y a pas de souci. Là, il génère, regardez bien, il génère le 31 6e mois. Exemple pour laquelle cette condition-là que j'ai fait tout à l'heure, cette condition-là, ici, ça, je dis, si le jour se trouve entre ces trucs-là, il faudrait que le jour, non, si le mois se trouve entre ces mois, il faudrait que le jour généré se trouve entre 1 et 30.
Par contre, ici, on voit qu'il a généré un mois de 30 jours. 6, c'est un mois de 30 jours normalement. Mais le jour qu'il a généré, c'est 31. Donc, on ne peut pas dire afficher le jour suivant. Ça n'a pas de sens. Bon, c'est vrai qu'on a oublié un dernier else pour dire que la date est incorrecte. On a oublié ici juste un dernier else. Dans la mesure où on n'entre pas dans tout ce qu'on est là-bas, on va dire echo date voilà, invalide ou bien incorrect si tu veux. Voilà. Bon, ici, il génère, ça va, le 13, on va encore actualiser jusqu'à trouver la fin d'un mois. De janvier, non, de janvier compte 30 jours, 31 jours. Raison pour laquelle, même si on a généré 30, ça fait le 31 janvier. Ça va. Voilà, cette fois-ci, on génère le 31 cinquième mois. Voyons voir le cinquième mois, il figure parmi les mois de 31. On est bien d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Si on génère le 31 cinquième mois, le jour suivant, c'est le premier sixième mois. Tout simplement. On actualise, on n'est pas à la fin du mois, ça fait le 28. Le 19, premier mois, le jour suivant, c'est le 20. Le 13, c'est le 14. Le 25, c'est le 26. Le 26, le 7. Est-ce qu'il ne nous génère pas un décembre là? Bon, vous avez vu qu'ici, il n'y a aucune erreur, ou du moins, il n'y a aucune chose qui n'est pas correcte. Donc, tout ce qui génère ici, comme vous voyez, le premier 4 mois, ça nous donne le jour suivant, le 2. C'est uniquement ça qu'il faut faire. Et je l'ai expliqué ici, et vous m'avez dit que vous avez compris. C'est comme ça que vous allez faire pour déterminer le jour suivant. Il n'y a pas autre chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour ceux qui n'avaient pas compris là? Madame, c'est bon? Ça là. Ici. Ce if là. Oui, en fait, quand on demande de chercher le jour suivant, il faut bien comprendre que si on a saisi, ou bien si aujourd'hui, on est à la fin du mois, le jour suivant, ça doit être le mois prochain. Est-ce que tu comprends? Si aujourd'hui, on n'est pas à la fin du mois, comme par exemple, on est le 21, demain, c'est le 22. Tu vois? Mais à partir du moment où aujourd'hui, c'est la fin du mois, c'est ce qu'on met ici, là. Là, on a un mois de 31. Tu vois? On a un mois de 31. Et donc, si on avance le jour de plus 1 et que le jour dépasse 31, ça veut dire qu'on est au mois prochain. Si ça ne dépasse pas 31, il n'y a pas de souci. Ici, on change le jour par le premier si, après avoir ajouté plus 1 au jour, on a le nombre de jours qui dépasse 31. La même chose pour le mois de 29 là. On a dit, ce mois ne compte que 29 jours. Si on ajoute plus 1 sur le jour et que le jour est plus grand que 29, c'est le mois prochain. Mais dans tous les autres cas, on ne rentre pas dans ce if, donc on affiche directement le J++ qu'on a affiché. C'est uniquement lorsque le jour dépasse 29 que nous, on est obligé de ramener au J est égal à 1 et puis avancer le mois. Est-ce que tu vois? Ouais, mais ce n'est pas du tout compliqué en fait. Et on doit l'appliquer aussi sur la troisième chose, c'est-à-dire les mois de 30. Mais si vous comprenez comment cela fonctionne, vous pouvez savoir comment trouver le jour précédent. Au lieu de faire plus, vous devez faire moins, et puis vérifier les conditions. Si ça se trouve être 0, parce que les jours, c'est entre 1 et. Maintenant, si on saisit le premier, le jour précédent, c'est 0. Si vous faites J moins. Si ça trouve 0, ça veut dire que c'est le dernier jour du mois précédent. Parfait. Est-ce que vous avez bien compris? Bon, il faut faire des exercices. Hein. Vous êtes des génies logiciels. Vous faites beaucoup d'exercices. Vous vous limitez seulement en algo. L'algo, ce n'est pas la programmation. Algo, ce n'est pas la programmation. La programmation, c'est ce que vous faites sur vos machines là. C'est ça la programmation. Ce n'est pas l'algo. Donc, pratiquez.
Tout ce que vous faites en algo, reproduisez ça en C, ou bien dans tous les autres langages de programmation. C'est ça qu'on appelle la programmation, ce n'est pas l'algo. Vous pouvez avoir 20 là-bas en algo et être nul en programmation. Si vous voulez faire de la programmation, prenez tout ce que vous faites en algo, reproduisez ça dans un langage de programmation. Langage C ou bien n'importe quel langage. C'est bon? Bon, on prend une pause de 10 minutes. On prend une pause de 10 minutes. Bon, de toute manière, on prend une pause, vous n'allez même pas aller manger, donc. Amen. Tikanam. Tikanam. Bon, on prend une pause de 10 minutes, vous revenez. Oui. Ok. Ça fait combien? Suivez bien. Vous êtes sur quoi là? C'est quel formulaire? Ça permet de faire quoi, ce questionnaire? Bon, donc vous ne lisez pas, vous signez seulement des choses. Ah, ok, d'accord. Bon, suivez bien. Vous mettez pause à ce que vous êtes en train de faire là. Je termine le cours vite fait, et puis vous allez remplir ces choses-là. Suivez d'abord. Rangez ça. Rangez. Bon. Avec les boucles, vous avez fait combien de séances? Que ce soit TP ou bien le cours. On sait. Les boucles. Je dis les boucles, le chapitre boucle. Vous avez fait combien de séances avec le prof principal et puis le prof de TP? Comment? Bon, le prof de TP, vous venez souvent, vous le voyez, non? Que vous n'avez pas fait quoi avec le prof de TP? C'est le même prof. Pour TP, c'est qui vous prend? C'est François. Algo. Mais non, pour C, c'est François. Vous n'avez pas fait le TP. Oui. Bon. Ensuite, d'abord, les structures conditionnelles. Vous avez bien compris ça. On sait, n'est-ce pas? Bon, ok. Nous, on va aussi. Déjà, on a parlé des structures conditionnelles. Vous avez vu que c'est pas autre chose. C'est les mêmes choses que vous avez vu en C. Les boucles aussi, ça va être les mêmes choses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va commencer par faire des exercices sur les boucles là. C'est toujours les mêmes principes. Et maintenant, s'il y a des questions, des choses que vous n'avez pas compris, vous me posez ces questions. C'est bon? On va faire en PHP les boucles. Mais les boucles en PHP, c'est toujours les mêmes boucles que vous avez vues. Mais nous, on va essayer de faire un peu plus d'exercices. Maintenant, supposons que on nous demande, suivez bien, on nous demande d'écrire un programme qui permet d'afficher des nombres compris entre 1 et 10 en utilisant une boucle. On demande d'écrire une boucle, ou du moins un programme qui permet d'afficher des nombres compris entre 1 et 10. Concrètement, comment ça va se passer?
Je vais faire boucle start. Ok, normalement vous avez vu 3 boucles. Hein? Et donc la boucle for va avoir normalement 3 paramètres. Le premier paramètre, le deuxième paramètre et le troisième. C'est ça. On va dire, premier paramètre, on va afficher des nombres entre 1 et 10. Donc, on va avoir une variable qui sera l'indice de parcours. Ça commence par 1. Et quand on quitte de plus petit pour aller au plus grand, on dit inférieur ou est égal. C'est bon? Et on fait $i plus plus. Et on va faire écho $i. Et on fait BR. Donc ça, normalement, tout le monde comprend ça. Bon, il ferme la porte là. Ceux qui viennent de rentrer là. Quelqu'un ferme la porte. Ok, donc, il n'y a pas de souci. C'est bon? Maintenant, toujours dans le même exercice, je vous demande un programme qui permet de faire la somme des nombres impairs entre 1 et 10. C'est bien. Écrire un programme qui permet d'afficher les nombres entre 1 et 10. On a affiché les nombres entre 1 et 10. Mais je dis un programme qui permet de faire la somme des nombres impairs entre 1 et 10 et de les afficher. Concrètement, comment ça va se passer? D'abord, on crée une variable somme. Pour la somme des valeurs, quand vous créez la variable, vous donnez 0. Pourquoi? Parce que 0, c'est un élément neutre pour la somme. Donc, OK. Maintenant ici, au lieu de faire afficher, je vais dire quoi? Si. Comment savoir si les nombres là sont impairs? Donc, si i, c'est i le nombre, pour dire modulo, c'est pourcentage. 2 différent de 0. Ça veut dire que si le nombre n'est pas divisible par 2, le modulo, c'est pourcentage. La différence ici, c'est point d'exclamation est égal. C'est bon? Donc, si le reste de la division de i par 2, pourcentage donne le reste de la division de i par 2. Si ce reste de division est différent de 0, alors c'est un nombre impair. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va dire, on va ajouter à somme. Donc, somme est égal, voilà, somme plus i. On a dit de faire la somme des nombres impairs, c'est de faire la somme, de prendre les nombres impairs, d'ajouter aux sommes. Mais si vous dites somme est égal à somme plus 1, 1 n'est pas un nombre impair, ou bien n'est pas le nombre, ou bien les nombres impairs. Les nombres impairs, on les trouve avec la variable i. Et quand on dit faire la somme des impairs, c'est faire la somme des i qui ne sont pas divisibles par 2. C'est bon? Et lorsqu'on sort de la boucle, ou du moins, on affiche la somme que lorsque on a terminé de faire la somme, c'est-à-dire à l'extérieur de la boucle dans laquelle on a fait la somme. Somme des impairs est égale, et on affiche $somme. Et donc, si je viens ici, voici la somme des nombres impairs compris entre 1 et... Maintenant, pour bien savoir, pour bien comprendre cela, on peut essayer d'afficher les nombres impairs eux-mêmes d'abord. Par exemple, $i. Et on met BR. Pour qu'après on puisse voir est-ce que la somme la donne exactement 25. Voici les nombres impairs qu'il affiche. 1, 3, 5, 7, 9. Les nombres impairs compris entre 1 et 10. Voyons voir est-ce que la somme de ces choses-là, ça donne 25. 1 plus 9, ça fait 10. 3 plus 7, ça donne 10. Ça fait 25. Et donc, on arrive bien à faire la somme des nombres impairs. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser des conditions dans des boucles. On peut utiliser des conditions dans des boucles. Jusque-là, c'est bon. C'est toujours des choses un peu plus simples. Maintenant, supposons qu'on vous dit d'écrire un programme qui permet de vérifier si un nombre est un nombre parfait. On vous demande de vérifier si un nombre est un nombre parfait. C'est bon? Je peux effacer ici. OK. Pour vérifier si un nombre est un nombre parfait,
on va dire quoi? Ou du moins, quand est-ce qu'un nombre est un nombre parfait? Si, c'est ça, on est bien d'accord. Ok, maintenant, donc, ça veut dire qu'on doit faire la somme des diviseurs. Donc, on va créer aussi, à nouveau, la variable somme. Comme d'hab, somme commence par 0. Parce qu'on doit faire la somme des diviseurs. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver des diviseurs d'un nombre? Ou du moins, dans quel intervalle possible on peut trouver les diviseurs d'un nombre? De 1 jusqu'au nombre lui-même. Je dis bien les diviseurs possibles d'un nombre se trouvent entre 1 jusqu'au nombre lui-même. On est bien d'accord? Maintenant, pour ce cas ici, pour les nombres parfaits, on ne doit pas aller jusqu'au nombre lui-même. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on va faire une boucle for i. Exactement. Donc, bon, moi, je vais faire $k est égal rang. Et au lieu d'initialiser, je vais faire juste 1 à 10. Il génère un nombre et je fais écho. Je fais val moi $k br. Donc, voilà. Jusque-là, c'est bon. On génère un nombre. C'est comme si tu saisissais le nombre et puis tu dois vérifier si le nombre est parfait. C'est bon. Maintenant, donc, ça veut dire que tu fais $i commence par 1 jusqu'à $i k slash 2. C'est ça. On peut faire comme ça. Ce sont des choses que je sais que vous savez faire. $i plus plus. Donc, on parcourt de 1 jusqu'à la moitié du nombre, mais on va dire inférieur est égal. Et on va dire quoi? Si $, le nombre c'est k. Donc, si k est divisible par, alors, somme, voilà, on peut faire aussi comme ça, plus i. Et ça, c'est la même chose que somme est égal à somme plus i. Ça veut dire $somme est égal $somme plus i. Bon, on peut faire ce que vous savez faire, comme ça. Et maintenant, on s'assure toujours d'être à l'extérieur de la boucle afin de pouvoir vérifier si la somme vaut. OK, alors là, on fait print. OK. Bon, on peut faire print aussi. Hein. On peut faire print ici aussi. Ne vous inquiétez pas. On avait vu ça, non? Echo $k est parfait. On fait ça et puis on va élever encore le niveau de difficulté. Val 10, il n'est pas parfait, donc on n'est pas rentré dans le if. Si vous voulez, on pouvait mettre un else pour dire k n'est pas parfait. Comme ça, forcément, on verra un message. 2 n'est pas parfait. 3 n'est pas parfait. 9 non plus. 1 non plus. 6, lui, il est parfait. Et donc, tout le monde sait maintenant, et tout le monde savait déjà, comment faire pour trouver si un nombre est parfait ou non. Ok. Maintenant, ce qui va suivre, c'est quoi? Écrire un programme qui permet d'afficher les n premiers nombres parfaits. Supposons, on vous dit d'écrire un programme qui permet d'afficher les n premiers nombres parfaits. Comment on va faire pour afficher les n premiers nombres parfaits? Ok, donc c'est déjà le script qui permet de trouver un nombre parfait. On va créer val par exemple, on lui donne 6, et puis on va dire quoi? Maintenant, supposons que $n, on veut 3 nombres parfaits. Supposons qu'on a saisi. Hein. On a saisi le n, c'est-à-dire le nombre de nombres parfaits. C'est n. On veut 3 nombres parfaits. Comment on va afficher les 3 premiers nombres parfaits?
On va utiliser tant que. Ah, ça, vous êtes fort en ça, c'est bien. While, tant que. Et il faut compter des nombres. On va créer un compteur qui est égal à 0. Alors, n représente combien de nombres premiers on doit, et le nombre parfait on doit trouver. C'est bon? Le compteur permet de savoir combien on a déjà trouvé de nombres parfaits. N, on veut combien de nombres parfaits? CPT, combien de nombres parfaits on a déjà trouvé? C'est bon? Celui qui permet de parcourir des nombres, c'est val. Donc, on va dire quoi? Si le nombre des nombres parfaits qu'on veut avoir, il est différent des nombres parfaits qu'on a déjà trouvés. Les nombres parfaits qu'on a déjà trouvés, le nombre, c'est CPT. Donc, on va dire ici, $CPT est comment? Tant que CPT inférieur strictement inférieur à n. On dit quoi donc? Oui, on va dire. Attention, CPT a été déjà initialisé à 0 là-bas. Suivez bien, on veut 3 nombres parfaits. Suivez bien, on veut 3 nombres parfaits. Le nombre de fois qu'on a déjà trouvé des nombres parfaits, c'est 0. On suppose qu'on n'a pas encore trouvé des nombres parfaits. C'est ça le CPT. On est bien d'accord? Je dis, si CPT là, qui vaut 0, si c'est inférieur à 3, c'est-à-dire nous on veut 3 nombres parfaits. Donc si le compteur des nombres parfaits est strictement inférieur au nombre de fois qu'on veut avoir des nombres parfaits, alors on reste dans la boucle. Et dans la boucle, on doit chercher des nombres parfaits. C'est bon? Maintenant, comment? Oui. NB. NB parfait, c'est juste les variables. Le nombre de nombres parfaits, c'est ça le CPT là. Oui, mais c'est juste les variables. C'est des variables. Tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je peux l'appeler CPT. Oui, mais non, en fait, le CPT là, que je viens de créer, ça permet de savoir combien de nombres parfaits. Maintenant, toi, tu peux l'appeler CPTNB. Tu peux l'appeler, c'est juste une variable. Hein. Le nom de la variable, je l'ai appelé CPT. Tu peux l'appeler CPTNB. Mais c'est juste le nom de la variable. Jusque-là, c'est bon? Ok, maintenant supposons que la variable s'appelle, oui. Maintenant, suis bien. Lorsqu'on va rentrer dans la boucle là, CPT vaut 0. On est bien d'accord? Et on dit, tant que c'est strictement inférieur à n. Suivez bien d'abord. On est bien d'accord? CPT c'est 0. Donc on va chercher si on trouve le premier nombre parfait. CPT, ça passe à combien? Passe à 1. On est bien d'accord? Et lorsque CPT passe à 1, on va dire si 1 est strictement inférieur à 3. On est bien d'accord? On rentre encore, on va chercher, on va trouver encore un nombre parfait. CPT passe à 2. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que 2 est strictement inférieur à 3? Ça veut dire qu'il reste encore. Comment on compte? On compte 1, 2, 3. Nous ici, on a fait 0. On est bien d'accord? 0, ça veut dire que ça n'existe pas. Si ça existe, ça fait 1. Regarde bien, j'ai mis compteur à 0. Et je dis si le compteur est strictement inférieur à n. On est bien d'accord? 0 est inférieur à n. On n'a pas encore 3. On est bien d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On va chercher. Si on trouve pour la première fois, CPT passe à 1. Tu es d'accord? Et si CPT passe à 1, est-ce que 1 est toujours inférieur à 3? Oui, ça veut dire qu'on doit encore rester dans la boucle. On va trouver le prochain, n'est-ce pas? Lorsqu'on trouve le prochain, CPT va passer à 2. On va vérifier, est-ce que 2 est strictement inférieur à 3? Oui. Ça veut dire qu'on ne doit pas sortir de la boucle, il faut rester encore. On va chercher, on cherche et on va trouver le troisième. CPT passe à 3. Et maintenant, on va dire, tant que 3 est plus petit que 3, et 3 n'est plus
plus petit que 3. Ça veut dire qu'on a déjà trouvé les 3 nombres premiers. Et du moins, ces 3 nombres parfaits. On sort de la boucle. Parce que si on met inférieur ou est égal, si on a déjà trouvé 3, CPT vaut 3, on va dire, est-ce que 3 est inférieur ou est égal à 3? Oui, il reste dans la boucle encore. Pour chercher encore à nouveau. Ça veut dire qu'à la sortie, on va avoir 4 nombres parfaits. Lorsque vous mettez en place une boucle là, vous allez quitter la boucle lorsque la condition ne sera plus remplie. C'est-à-dire que si je mets compteur inférieur strict à n, ça veut dire que lorsque ça atteint n ou bien plus que n, ça ne fait plus partie. C'est-à-dire si compteur est égal à n, ça veut dire que cette condition ne sera plus remplie. Et normalement, si on a déjà trouvé le n nombre parfait, c'est fini. Tu comprends? Raison pour laquelle le CPT là, on va dire strict inférieur. Ok, jusque-là, c'est bon. Maintenant, ici, on doit maintenant chercher des nombres parfaits. Dans ce cas maintenant, comme on a changé le nom des variables, on peut créer une variable qui s'appelle CPT. Mais si j'avais gardé CPT, j'allais trouver un autre nom ici pour le nouveau compteur. Mais attention, pour les nombres parfaits, est-ce qu'on a besoin de CPT? On a besoin de somme. Donc ici, je vais mettre somme est égal à 0. C'est bon? Et je vais parcourir val $for i kit 1. Et comment chercher le nombre parfait ici? $i strictement inférieur ou bien inférieur ou est égal $val slash 2. Ça, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. $i plus plus if on vérifie $val est divisible par $i, alors on dit $somme plus est égal $i. Exactement. Oui, c'est possible de ne pas mettre des crochets pour des if et pour des boucles. Mais quand? Lorsque dans le if, il n'y a qu'une seule instruction, vous n'avez pas besoin de mettre les crochets. Parce que les crochets, ça permet de délimiter toutes les informations qui appartiennent au if. Tout ce qui doit être déclenché. Et donc, un if peut déclencher plusieurs actions. Pour dire que toutes ces actions dépendent de la condition, on les met entre le crochet. C'est bon? C'est-à-dire tout ce qui se trouve entre le crochet du if là seront exécutés lorsque la condition est vérifiée. Mais je dis, s'il n'y a qu'une seule chose qui doit être exécutée dans le if, vous pouvez le mettre entre crochets, tout comme vous ne pouvez pas mettre le crochet. Quand je dis une seule instruction, ça veut dire qu'on écrit la chose uniquement sur une seule ligne. C'est ça qu'on appelle une seule instruction. Mais si je mettais par exemple ici, echo, ça fait 2 instructions. Donc si 2 choses appartiennent au if là, obligé de mettre crochet. C'est bon? Si ce qui fait partie du if s'écrit sur 2 lignes, vous êtes obligé de mettre le crochet. Mais si ça s'écrit sur une seule ligne, vous n'êtes pas obligé de mettre les crochets. Mais ici, je dis, vous n'êtes pas obligé de mettre le crochet. Ça veut dire que si vous mettez ou vous ne le mettez pas, ça marche. C'est bon? Bon, ok. Il faut d'abord faire ce que vous aimez faire, vous savez faire, pour ne pas que... Après, vous allez dire, monsieur, là, on n'a pas compris, juste à cause de ça. Voilà, c'est ça, c'est bon? Ok, voilà. Donc, c'est ça. Et regarde, c'est une seule chose. Une seule ligne qui se trouve entre les crochets là, on aurait pu enlever les crochets. C'est ce que je disais. Voilà, maintenant, donc je dis, quand je sors maintenant de la boucle là, ça nous permet de vérifier si val est parfait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la même, comment on appelle ça là, les mêmes instructions. Comment savoir? On va dire ici, somme est égal val. Alors, on a un nombre parfait. Ce qu'on peut faire, c'est echo $val br et on va dire quoi? $cpt nb plus plus. Mais que il faudrait toujours faire avancer val pour trouver la prochaine valeur. Mais la valeur, on n'avance pas dans le if là. Ce qu'on avance dans le if, c'est le nombre de fois qu'on a trouvé les nombres parfaits. Donc si un nombre n'est pas parfait, on va trouver le prochain nombre pour vérifier. Prochain nombre, vérifier jusqu'à ce que... Bon. C'était quel fichier? C'est boucle start. Donc ici, on a bien les 3 nombres parfaits qui ont été trouvés. On aurait pu faire la même chose pour des nombres premiers.
Mais c'est ça en fait. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est juste que j'ai dit, tant que je n'ai pas trouvé les n nombres parfaits, alors, vas-y, recherche-moi des nombres parfaits. Comment on cherche un nombre parfait? Le script, vous le maîtrisez. Vous parcourez les diviseurs jusqu'au val sur 2. Si vous trouvez un nombre parfait, vous comptez. Maintenant, on fait avancer cette variable-là qui parcourt des valeurs. Et c'est lui qui va nous sortir les nombres parfaits qu'on a besoin. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire, en tout cas s'il y a cours, parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr.